Le cinéma et la littérature, voilà les deux passions de Chabi Molia, qui à l'adolescence quitte son Pays basque natal pour monter à Paris et concrétiser ses rêves. Depuis, il est devenu un scénariste et réalisateur à succès avec des films comme 8 fois debout, Julie Gaillet et Denis Podalides dans les rôles principaux, comme Des Rois avec Cadmerade et Sylvie Testu, ou plus récemment, en 2022, cette fois-ci dans la veine documentaire, le très beau long métrage Un bon début sur le décrochage scolaire des ados. Raconter la société avec ses failles et ses zones d'ombre sans s'interdire un regard décalé, Chabi Molia le fait au cinéma, mais aussi en littérature. Dès 2000, on le découvre en librairie avec un premier roman, Fourbi, paru chez Gallimard. Et même si ce premier titre ne rencontre pas son public, il est le point de départ de l'aventure littéraire de Chabi Molia qui va s'affirmer au fil du temps et devenir un auteur reconnu et attendu. Reprise des hostilités avant de disparaître ou encore des jours sauvages font désormais partie de sa bibliographie déjà conséquente. Voici la nouveauté de Chabi Molia, La vie ou presque, son nouveau roman paru aux éditions du Seuil. Nous sommes au début des années 90. Deux frères, Paul et Simon Marcillac, 2 ans les séparent. Dans cette petite ville du sud-ouest où ils grandissent du côté du Pays basque, malgré leurs caractères opposés, ils ont une passion commune, la littérature. Et la jeune Idoia, leur amie de lycée, partage cet enthousiasme. Tous trois en sont convaincus et en font le serment, ils deviendront des écrivains connus et respectés, et pour eux, c'est à Paris que cela se passe. Oui, mais voilà, la vie aura tôt fait de freiner leurs ardeurs. Sur plusieurs décennies, nous allons suivre ces 3 personnages, ces 3 anti-héros, entre ambition et déception, coup de cœur et coup de gueule, s'adorant autant qu'ils vont se haïr. Qui des 3 vendra son âme au diable, quitte à se fourvoyer? Qui restera fidèle à ses idéaux, quitte à se voir englouti? Qui des 3 réussira? Qui échouera? Et finalement, c'est quoi la réussite? C'est quoi l'échec? À la fois peinture sociétale, puisque le roman traverse l'histoire contemporaine, en allant même un peu au-delà, mais aussi étude bien sentie du monde de la littérature, Chabi Molia nous offre surtout 3 beaux personnages littéraires, complexes, ambigus, qu'on va adorer autant qu'on va les détester. 3 destins qui racontent aussi la difficulté de la création artistique et littéraire dans un monde en mutation où l'intelligence artificielle devient aussi un nouvel outil à prendre en compte. 3 amis qui se croyaient unis et qui, au final, face à une passion commune pour l'écriture, vont se retrouver désespérément seuls face à la désillusion et au temps qui passe. Le talent seul ne suffit pas pour faire un écrivain. Derrière un livre, il doit y avoir un homme. La vie ou presque, le très réussi nouveau roman de Chabi Molia, est publié aux éditions du Seuil. Bonjour Chabi Molia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec ce qui est donc votre 7e roman publié aux éditions du Seuil, en l'occurrence, La vie ou presque. Double casquette en ce qui vous concerne, puisqu'on vous connaît maintenant en librairie avec ces publications régulières et ce nouveau titre. Et puis on vous connaît aussi dans l'univers du cinéma depuis 8 fois debout qui avait été primé. Le premier film c'était en 2010, le premier roman en 2000. Et depuis j'ai l'impression que vous continuez à avancer dans ces 2 univers qui ont des passerelles et qui pourtant, me semble-t-il, ont aussi pas mal de différences. Si vous deviez définir et votre parcours et votre façon d'évoluer? Écoutez, façon d'évoluer, je sais pas. Ce qui m'a frappé, c'est que chaque histoire appelle, une forme qui lui est propre et donc si j'avais pu renoncer à certaines histoires, je n'aurais pas fait de cinéma, je pense. Mais certaines histoires me tenaient à cœur et je ne les voyais que sous forme de, voilà, de plans, de montage, donc j'ai commencé ma carrière en tant que raconteur d'histoires, écrivant et puis à un certain moment, il m'a semblé que je devais aussi aller vers le cinéma. Ce qui veut dire que vous-même, vous êtes formé, à la fois dans le monde de la littérature et puis aussi dans le monde du cinéma? Double formation? Alors, je me suis formé ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai écrit des nouvelles. J'ai participé à un prix qui s'appelle le Prix du jeune écrivain, qui est un concours merveilleux de nouvelles tous les ans, qui m'a beaucoup encouragé parce que quand vous êtes primé, vous rencontrez des auteurs et puis votre nouvelle finit dans un recueil sur les tables des librairies. Donc ça c'est quand vous avez 16, 17, 18 ans, c'est quand même formidable. Et puis le cinéma, j'ai appris en faisant, c'est-à-dire sans faire d'école de cinéma, mais en faisant des courts-métrages. Et en sentant dès le début, une sorte de plaisir immense, que j'avais à être sur le plateau et notamment à diriger les comédiens.
ce qui est vraiment une chose voilà, très différente de l'écriture. Et je pense qu'il y a plein d'écrivains qui n'aimeraient pas ça. Mais voilà, moi, ça m'a tout de suite saisi, ça m'a tout de suite enthousiasmé. Alors vous parlez du cinéma avec des étoiles dans les yeux, ce plaisir du cinéma, vous avez aussi cherché à le transmettre, à le partager, parce que pendant un moment, me semble-t-il, vous avez été enseignant. Oui, j'étais enseignant, mais alors j'enseignais l'histoire du cinéma. Mhm. Et en fait, moi, je crois que je suis devenu cinéaste par l'histoire. Justement, j'ai pas pris de cours de montage ou de direction d'acteur. En revanche, voir des films, comprendre que mes envies s'inscrivaient toujours dans une histoire longue de désir de cinéma qui m'avait précédé. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça aide tout jeune cinéaste de comprendre comment certains ont déjà avant lui, avant elle, tenté des formes, tenté de raconter des histoires qui peuvent être proches. Justement, si vous ne deviez garder qu'un nom de tous les grands maîtres réalisateurs du cinéma, réalisateurs ou réalisatrices en l'occurrence, il y a quelqu'un comme ça qui reviendrait, quelqu'un que vous auriez eu envie de rencontrer? En fait, je vais vous dire quelque chose, le nom qui me viendra en tête, c'est pas forcément le cinéaste que j'admire le plus, mais c'est Steven Soderbergh, qui est un cinéaste dont j'aime la polyvalence et j'aime la disparité. C'est-à-dire ce que j'aime chez Steven Soderbergh, c'est qu'il a pu faire à la fois Ocean's Eleven, qui est un film de casse, un film de grand divertissement, mais très bien fait, très brillant, et en même temps, il a fait des films comme Bubble, ou comme le film qui lui a valu la Palme d'or, qui sont des films beaucoup plus étranges, beaucoup plus à petit budget, et j'adore cette manière de circuler entre des formes très différentes. C'est un peu ce que je fais dans ma carrière de cinéma, puisque je fais à la fois des choses parfois très aux marges du cinéma, mainstream, et puis là, j'ai travaillé ces dernières années sur Un documentaire aussi récemment? un documentaire en 2022, avec très peu de moyens, avec voilà l'énergie absolue de ces films qu'on doit faire. Et puis là, j'ai travaillé ces dernières années sur une série pour Canal+, qui sera diffusée au printemps, qui s'appelle Les Sentinelles. Lorsqu'en 2010 sort votre premier film, 8 fois debout, donc je l'ai dit, plusieurs fois primé, on était avec, Julie Gaillet et Denis Podalides, hein, entre autres, dans les rôles principaux. Qu'avez-vous ressenti? C'était, un rêve de gamin qui se concrétisait? C'était une nouvelle page blanche? C'était pas un rêve de gamin parce que moi, je viens d'un milieu où c'était pas possible d'imaginer une carrière dans le cinéma. C'était pas envisageable. Bon, personne autour de nous ne faisait ça. Donc ce qui était merveilleux, c'est que le film a voyagé dans le monde entier, et donc voir mon film sous-titré, en japonais à Tokyo, en russe, à Moscou, savoir que le film était parti, au Brésil, accompagné à New York, ça c'est assez merveilleux parce que quand vous êtes, artiste, vous vous sentez toujours prisonnier d'une langue. Voilà, vous êtes français et la diffusion est française, et avoir la possibilité d'envisager une histoire et de savoir qu'elle sort comme ça de vos frontières culturelles, ça c'est quelque chose qui est vertigineux et qui est merveilleux. Alors puisque vous savourez le plaisir d'être à la fois dans le monde du cinéma et dans le monde de la littérature, je vous pose la même question lorsque Fourbi sort en 2000, chez Gallimard, me semble-t-il. Là aussi, le fait de voir votre premier roman dans la vitrine d'une librairie, le plaisir était-il le même? Le ressenti était-il différent? Ce premier roman, il y a quelque chose de doux amer, dont je parle d'ailleurs un peu de manière, oblique dans le roman dont on parle aujourd'hui. Il y avait à la fois une forme d'incrédulité, j'avais 22 ans, j'étais publié dans la très belle collection, blanche de Gallimard, donc je n'en revenais pas. Mais c'est un livre qui n'a quasiment pas existé, qui a été très peu lu, qui a eu très peu d'articles, qui a quasiment quitté les tables des libraires très vite. Donc il y a eu aussi la découverte de quelque chose de terrible, hein. C'est que publier un livre, et c'est sans doute, oui, c'est bon pour la fierté de se dire: «Ah, je fais partie de cette collection», et en même temps, il y a cette chose, ce gouffre qui est celui de beaucoup de livres, dans lequel beaucoup de livres tombent, le silence, l'absence de lecteur, l'invisibilité d'un livre. Ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Enfin, j'imaginais pas que ça pouvait être à ce point-là, le sort d'un livre. Si l'on regarde un peu votre parcours, d'écrivain, là en l'occurrence, vous racontez la société, souvent avec un regard relativement sombre. Il y a peut-être une sorte de désespérance dans certains de vos titres. Et puis il y a aussi des personnages que vous construisez qui essayent d'avancer tant bien que mal dans ce monde qui leur met pas mal d'embûches. C'est quoi le fil rouge de votre travail d'auteur? Ah, ce serait difficile à dire parce que justement, je vous parlais de Steven Soderbergh tout à l'heure, j'aurais pu vous parler en littérature de Georges Perec. Moi, j'ai vraiment ce désir de m'aventurer, là où je ne suis encore, jamais allé. Donc j'essaye de me renouveler, et je dirais que le fil rouge, c'est, au fond, d'essayer de raconter souvent des histoires de gens ordinaires confrontés à l'extraordinaire. Voilà, et au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire: «Mais
qu'est-ce que devient votre vie, la vie d'avant, quand vous êtes frappé par ça? J'ai raconté une épidémie, qui ravage l'Europe et donc des survivants qui échouent sur une île et qui réinventent peut-être une société. Au fond, voilà, le fil rouge est là. Je m'intéresse à nous, c'est-à-dire à ce qui fait notre ordinaire, mais j'essaye de l'insérer dans un cadre, très romanesque. J'aime les romans dont on a envie de tourner les pages, j'aime les péripéties, j'aime les surprises, j'aime la narration Et puis des personnages aussi que et que les l'on garde personnages. que l'on garde beaucoup en mémoire et c'est le cas justement avec, ce qui est votre actualité, votre septième roman Chabimolia. Ça s'appelle La vie ou presque, c'est aux éditions du Seuil. Voici donc votre nouveau livre, Chabimolia. Nous allons faire connaissance avec 3 personnages. Nous sommes, au début des années 90. Il y a Paul et Simon Marcillac. Ils sont frères, ils sont nés à 2 ans d'écart, hein, ils sont relativement proches et puis il va y avoir, Idoia qui va être leur meilleur ami et tous les 3 vont se suivre sur plusieurs décennies. On va les suivre sur plusieurs décennies, on va nous raconter leur histoire. Présentez-nous d'abord ces 2 frères, Paul et Simon, qui vont s'aimer autant qu'ils vont, se détester. Bah, c'est 2 frères qui se ressemblent par certains côtés puisqu'ils ont une passion commune, qui est la littérature, l'amour des livres et l'envie d'en écrire. Mais leurs, débuts dans la vie sont très dissemblables puisque Simon est un garçon à qui tout réussit, ce qui peut être très énervant, très complexant. Et vraiment il a tout, il est athlétique, il est sociable, il est modeste, il est doué, il est bon à l'école et cetera. Et Paul, lui, est dominé par la colère. Paul contrôle beaucoup moins, ses émotions Dès l'enfance, hein, et d'ailleurs. dès l'enfance et puis Paul est toujours, dans l'ombre de son frère, voilà. Et donc ces 2 jeunes gens sont, semble-t-il, destinés à des vies déjà tracées d'avance et évidemment, les hasards de l'existence vont faire que les trajectoires ne seront absolument pas celles que leur enfance semblait programmer. Je dis qu'ils vont autant s'aimer que se détester, mais Simon est même parfois très protecteur. Enfin, en tout cas, il essaye d'être protecteur avec Paul, même s'il a souvent du mal à le comprendre. Et puis, il y a donc cette rencontre d'amitié avec Idoia, qui elle aussi se rêve autrice, se rêve de se faire un nom dans la littérature. Qui est-elle? Elle est peut-être un peu plus fantasque que les 2 frères. Vous savez, l'adolescence, c'est une période où on est souvent affreusement conventionnel et on a de l'admiration pour certains qui ont la force, de sortir du lot. Et Idoia est comme ça. Elle a des goûts, très tranchés, elle a des jugements absolument sévères. Elle a comme ça cette affirmation dans l'existence, mais elle n'a aucune vanité, c'est-à-dire qu'elle est, semble-t-il, assez douée pour écrire elle aussi, mais il lui semble qu'elle manque de talent. Et donc elle est menacée d'être une écrivaine sans œuvre, une écrivaine qui a tellement d'ambition, tellement d'exigence par rapport à sa propre écriture que rien ne lui semble digne d'être publié. Et donc il y a une sorte de suspense qui s'installe, dès le départ du livre. On se dit: «Mais est-ce que cette Idoia, qui semble si singulière, dont on aimerait tellement qu'elle réussisse, est-ce qu'elle va elle aussi, suivre le même chemin que les frères, c'est-à-dire être publiée, avoir des succès, des échecs? Ou est-ce qu'elle va être tellement en marge, de tout ça que peut-être on ne pourra jamais la lire?» Vous êtes vous-même originaire du sud-ouest, hein, du Pays basque et le départ du roman, ça se passe là-bas. Nos trois héros sont du Pays basque et même si très vite, ils vont monter à Paris, ils vont essayer de venir s'installer à Paris parce que c'est peut-être là que le milieu littéraire va pouvoir leur ouvrir ses portes. Pourquoi ce choix de planter, pour vous qui êtes un enfant du Pays basque, pourquoi cette envie d'avoir cette couleur un peu locale au début du livre? Alors c'est drôle parce que c'était pas du tout le projet au départ et puis assez vite je me suis dit: «Si tu veux raconter des vies d'écrivains, autant partir de l'endroit que tu connais». Et il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce point de départ, c'est que je fais partie de ces écrivains qui sont nés très loin du monde littéraire et donc qui sont montés à Paris, mais qui sont aussi entrés en littérature, entrés dans un monde auquel ils ne connaissaient rien. Et donc le roman, n'est pas une autobiographie, c'est une sorte d'autobiographie dédiée qui se raconte à travers 3 personnages. Dans ces 3 personnages, il y a de moi, il y a notamment cette extériorité au monde littéraire et puis il y a des choses que j'ai pu espérer, des choses que j'ai pu redouter. Il y a des vies possibles, voilà. Alors pour le lecteur, il y a peut-être aussi 2 façons d'embrasser l'histoire. C'est à la fois suivre ces 3 personnages avec, leurs rêves et leurs illusions et peut-être leurs désillusions. Ils vont monter à Paris pour essayer de se faire un nom dans la littérature. Est-ce que la ville lumière va les accompagner ou au contraire va-t-elle les dévorer? Et puis l'autre lecture, c'est ce que vous exprimez, c'est ce focus que vous faites sur le monde littéraire avec là aussi, ses bons moments et ses moments plus sombres. Vous aviez envie de rendre hommage, puisque c'est votre
votre 7e roman, vous arriviez à un moment où vous aviez envie de parler de la littérature et à la fois de donner un coup de cœur et un coup de griffe sur ce monde Et littéraire? justement, peut-être moins coup de griffe finalement, que ce que j'aurais fait il y a 10 ou 15 ans. Oui, c'est clairement un livre, un peu charnière dans ma carrière. Je ne sais pas de quoi sera faite la deuxième moitié, mais j'ai l'impression d'être au milieu et c'est vrai que c'est un livre qui est beaucoup moins une satire d'un milieu qu'une je crois une déclaration d'amour à la littérature. Au fait d'écrire, mais aussi au fait de lire, à ces vies en littérature qui sont celles des écrivains, mais qui sont peut aussi celles des libraires, qui sont la vôtre, celle des critiques littéraires, celle des grands lecteurs. À partir de cette question qui me reste assez mystérieuse, c'est pourquoi les livres? Pourquoi les livres nous sont indispensables? Qu'est-ce que font les livres que ne peuvent pas faire les films, la musique, la peinture, les jeux vidéo? Moi, j'ai l'impression que qui se noue entre le livre et son lecteur, un rapport d'intimité très particulier. Le lecteur est en fait toujours le co-auteur des livres qu'il lit et j'ai l'impression que là-dedans, dans cette relation-là, quelque chose se joue qui est nécessaire et qui est en fait assez irremplaçable. La force du livre, c'est que on y parle du monde de la littérature et de la littérature, mais on parle aussi de notre société en évolution, puisqu'on va suivre nos 3 personnages sur plusieurs décennies. Et puis, il y a aussi l'intrigue que vous avez construite. Il y a un vrai suspense à suivre ces 3 personnages, parce que on l'a dit, ils vont s'aimer, ils vont se détester, ils vont se déchirer. Ils rêvent tous 3 de se faire un nom dans le milieu de la littérature. Y parviendront-ils? Et surtout, jusqu'à quoi sont-ils prêts à sacrifier pour arriver à se faire un nom? Vous faites aussi le choix d'aller un peu plus loin que nos années. Je ne vais pas déflorer bien évidemment l'histoire, mais on va même un peu plus loin dans notre 21e siècle, ce qui vous donne l'occasion de parler de ce que sont les nouvelles technologies. Pourquoi Oui, cette envie? c'était pas du tout prévu, au départ. Au départ, je voulais écrire un roman qui commencerait dans les années 60, et qui irait peut-être jusqu'aux années 2000. Sauf que les années 60, j'y étais pas, donc je me suis dit que j'ai eu peur de la reconstitution kitsch et donc au fond, en choisissant comme point de départ, ce qui était mon point de départ, une naissance à la fin des années 70, une adolescence dans les années 90, j'étais forcé, si je voulais raconter des vies entières, ce qui était le projet du livre, même si le livre est court, j'avais cette envie comme ça de à toute vitesse, traverser 3 vies. Bah, j'étais obligé, si vous voulez, de raconter les débuts à Paris dans les années 2000, le Covid dans les années 2020, la sortie du Covid et puis alors, à la sortie du Covid, mes personnages, ils avaient encore 40 ans. Donc je raconte le réchauffement climatique, je raconte peut-être les dérives illibérales ou populistes de la démocratie. On n'y est pas tout à fait en France, mais enfin, on sent que c'est possible. Et puis je raconte une chose que j'avais pas du tout prévu de raconter, c'est l'avenir de la littérature, en se disant que peut-être la manière dont on lit, la manière dont on écrit, sera perturbée par l'intelligence artificielle. Pendant que j'écrivais a eu lieu la révolution ChatGPT qui est très impressionnante, hein. C'est-à-dire, on peut voir encore une fois la médiocrité des textes, mais on peut se dire aussi: «Oui d'accord, mais enfin on est là en 2022, où est-ce qu'on en sera en 2035, en 2040?» Votre roman fait partie de ces livres, pour lesquels on est triste de voir arriver la fin. Vous-même, dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez mis le point final? Quitter Paul, Simon, et notre héroïne Idoia, c'était difficile aussi? Ouais, c'était difficile parce que ce que j'ai appris un peu dans mon parcours d'écrivain, c'est que plus j'écris et plus j'aime mes personnages. Au début, quand j'écrivais, c'était pas du tout mon sujet. J'avais envie de parler de personnages intéressants, mais pas forcément de personnages que j'aimais. Et je dirais que depuis 2 ou 3 romans, j'ai le goût de ces êtres-là. Et donc, voilà, à la toute fin du livre, j'ai trouvé une manière de faire qu'on les quitte, mais qu'on sait qu'on pourra les retrouver. Et puis, ils ont écrit des livres toute leur vie, des livres que j'ai aimé imaginer. Il y a dans un coin de ma tête l'idée que peut-être, certains de ces livres, pourraient, figurer dans ma bibliographie à moi. Et Je puisque vous nous l'avez dit, c'est aussi un hommage à la littérature et aux auteurs que vous appréciez. C'est vrai qu'il y a aussi des noms qui apparaissent en filigrane au fil des pages. Voilà en tout cas un roman très réussi que je vous recommande vivement. C'est votre actualité, Chabi Molia, ça s'appelle La vie ou presque et vous êtes publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.